Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des tests de boîte blanche. Voici ce qu'on va voir dans la vidéo. Tout d'abord, on va définir les tests de boîte blanche. On va parler de la couverture de code, la couverture de paramètres d'opération et la couverture fonctionnelle. Les tests de boîte blanche, ou tests structurels, font référence à des tests qui nécessitent de connaître le fonctionnement interne du système. Par exemple, dans la diapositive, on voit un diagramme d'un système encadré en mauve qui est composé de différents modules de différentes couleurs. Quand on approche la vérification de ce système, on connaît la structure générale interne du système, on voit quelles sont ses composantes et on sait comment elles sont interreliées. En anglais, on appelle ça white box, glass box, clear box ou test structural. En s'appuyant sur des principes de couverture, on peut calculer des métriques qui nous permettent de déterminer à quel point le test a stimulé chacun des composantes du système et aussi chacune des interactions entre les différentes composantes. Les tests de boîte blanche en général ne permettent pas de découvrir les fonctionnalités manquantes du système, seulement les fonctionnalités qui sont en place. La couverture de code est la première et la plus importante approche pour les tests de boîte blanche. On choisit des vecteurs de test qui permettent d'exercer un élément particulier du design ou sa description. Il y a plusieurs métriques de couverture de code. On peut avoir la couverture d'énoncés, le pourcentage des énoncés de code qui ont été exécutés, la couverture de blocs, c'est-à-dire quels sont les blocs de code qui ont été exécutés, la couverture de branchement, d'expression, la couverture des états, très importante, la couverture des transitions à partir de chacun des états, et la couverture des changements de signaux. Est-ce que chacun des signaux est passé de 0 à 1 au moins une fois et de 1 à 0 au moins une fois aussi? Pour chacune des couvertures possibles, on peut calculer une métrique qui exprime le nombre de fois où chaque situation se produit ou bien le pourcentage des situations qui se sont produites. En général, on voudrait attendre 100% de couverture des énoncés. Si on est seulement à 90%, ça veut dire qu'il y a certains énoncés qu'on n'a même pas exécutés au moins une fois dans notre code. Le code doit nécessairement être instrumenté de façon à mesurer le nombre de fois où chaque ligne de code a été exécutée. Cependant, on va souvent utiliser un outil qui automatise cette instrumentation et qui aussi nous présente les résultats de façon conviviale. Les différents éléments de couverture ne sont pas nécessairement tous indépendants. Par exemple, si on a exercé tous les états, probablement qu'on a exercé la plupart des énoncés de code du module. Voici un exemple. On retourne à notre exemple de calcul des couleurs CMYK en fonction des couleurs RGB. Par exemple, si on applique les vecteurs de test 0, 0, 0 et 255, 255, 255, on a un ensemble de vecteurs de test qui a seulement deux vecteurs de test. Je montre ici sur la diapositive une saisie d'écran de l'outil Code Coverage Viewer qui fait partie du logiciel Active HDL de la compagnie Altec. Dans ce cas-ci, on voit que l'unité qui est en train d'être testée, ici, l'UUT, n'est vérifiée qu'à 87,5%. Seulement 87,5% des énoncés de l'unité ont été exercés au moins une fois. Et ceux-ci sont indiqués en rouge sur la diapositive, dans l'écran. On voit qu'à 3 reprises, on a passé à travers une valeur fausse, mais jamais à travers la valeur vraie. Et donc, les conditions if n'ont pas été prises. Si on ajoute deux autres vecteurs de test à l'ensemble de vecteurs de test, maintenant on a 4 vecteurs de test dans l'ensemble, on voit que ça n'améliore pas du tout les choses. Ces deux vecteurs de test-là ne contribuent pas à tester l'unité de façon supplémentaire. On est encore à 87,5%. Donc, on va retrancher ces deux vecteurs de test et les remplacer par le vecteur 20, 50 et 0. Et à ce moment-là, on réussit à exercer une ligne de plus dans l'entité. On insère ensuite un quatrième vecteur de test et maintenant tout est vert. On a essayé toutes les lignes au moins une fois. Et l'ensemble de vecteurs de test comporte 4 vecteurs de test. Bon, on ne peut pas prétendre que le module a été vérifié complètement. Par exemple, pour les cas limites, mais on n'a pas ici les combinaisons 0, 255, 0, ni 255, 0, 255. Cependant, on sait qu'au moins, on a exercé chaque ligne au moins une fois. Les métriques de couverture complètent les autres types de tests et donnent une certaine assurance au concepteur que la structure est bien vérifiée. Un bon ensemble de tests
doit absolument avoir une couverture de code de 100%. Cependant, l'inverse n'est pas vrai. Une couverture de code de 100% n'implique pas que l'ensemble de vecteurs de test est bon. Une couverture de 100% pour un ensemble de vecteurs de test ne garantit pas effectivement que le circuit rencontre toutes ces spécifications. À la limite, imaginons un code VHDL avec une seule ligne de code qui envoie un signal de test à une des sorties. Eh bien, un ensemble de vecteurs de test nous donnerait 100% de couverture de code, mais ça ne veut pas dire que le code implémente toutes les fonctionnalités requises. Il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas toujours à atteindre 100% de couverture de code. Par exemple, des énoncés qui sont en place pour protéger le système d'entrées non valides et que ces entrées non valides ne peuvent même pas être appliquées à un module à l'intérieur du système. Des énoncés qui servent à ramener le système dans un état valide à partir d'un état non valide. Il peut être impossible de placer le système dans l'état non valide. Donc, ces deux cas-là nécessitent des vecteurs de test spéciaux. En fait, il faut réussir à aller insérer des valeurs de test à l'intérieur d'un module. La couverture des paramètres d'opération, elle regarde encore plus creux à l'intérieur du système de façon à en faire la vérification. Un test plus puissant consiste donc à identifier les paramètres d'opération du système et à vérifier la couverture des valeurs possibles de ceux-ci. Par exemple, pour une file d'attente, un paramètre serait le nombre d'éléments dans la file. On voudrait vérifier l'opération de la file quand le nombre d'éléments est nul, ou qu'il y en a très peu, ou quand le nombre d'éléments est tel que la file est pleine et presque pleine, ainsi que des situations mitoyennes. Ça reviendrait en général à vérifier que tous les énoncés de la description du module ont été exercés. Cependant, ici, on fait une abstraction d'un niveau un peu plus élevé, un peu plus intéressante, et on s'assure que toutes les conditions possibles d'opération du système sont vérifiées. Donc, c'est difficile par contre, il faut énumérer les paramètres d'opération du module. Pour chacun des paramètres, il faut déterminer la gamme des valeurs possibles, il faut instrumenter le code, de façon à noter les paramètres utilisés, simuler le système, etc. Donc, c'est une méthode encore plus puissante, mais évidemment qui est plus coûteuse en temps. Finalement, la couverture fonctionnelle énumère toutes les fonctions possibles que le système doit pouvoir supporter. Par exemple, dans un microprocesseur, on voudrait pouvoir transférer une valeur d'un registre vers un autre, et puis on voudrait exercer chacune de ces fonctions par notre ensemble de vecteurs de test. Dans cette vidéo, on a parlé des tests de boîte blanche, on les a définis. On a vu la couverture de code en un certain détail, et finalement, on a parlé de la couverture de paramètres d'opération et la couverture fonctionnelle.